Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Emmanuel Sylvestre. Comme l'a dit Sylviane tout à l'heure, je suis le responsable du centre de soutien à l'enseignement à l'Université de Lausanne. J'ai déjà pas mal de pression parce que visiblement, il y a des attentes par rapport à l'approche programme pour cette matinée. Juste pour vous dire, peut-être au niveau historique, donc, à l'Université de Lausanne, on a travaillé sur la mise en place de cette approche programme depuis, on va dire, 2011. Donc l'idée, il y a eu des réformes au niveau fédéral et on a dû appliquer justement le cadre de qualification. Je reviendrai un petit peu là-dessus pour expliquer justement comment est organisé, d'où ça vient en fait cette approche programme et puis quelles sont les questions qui sont posées par rapport à ça. Donc l'idée, c'était justement de travailler avec les équipes pédagogiques pour pas forcément restructurer leur formation, mais plutôt essayer de donner une cohérence à ce qui était proposé dans cette formation. Donc c'est un travail qui a été fait au niveau de chaque programme. Je ne sais pas si vous dites programme ici ou vous dites cursus. Est-ce qu'il y a d'autres termes qui sont plus amples? Programme, formation, diplôme. Ouais. Donc l'idée, c'était de travailler avec chacune des équipes pour trouver quelle serait la meilleure méthode pour travailler ensemble. On va revenir un peu justement quelle est la philosophie qu'il y a derrière cette approche programme. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'ouvrage de Préjean, Bernard et Kozanitis qui justement explique comment on peut déployer une approche programme dans une institution. L'idée ici, je ne vais pas vous montrer comment on va déployer une approche programme, mais plutôt revenir au niveau de son enseignement. C'est le titre de cette formation. C'est par rapport à mon enseignement, s'il y a une approche programme qui est mise en place, comment ça va s'intégrer. Voilà pour le cadre général de cette présentation. Alors, juste avant de commencer le propos, je vais vous parler d'une situation qui est arrivée récemment à mes oreilles, et c'est la situation de Monsieur M. Donc, Monsieur M, c'est un enseignant, un professeur qui enseigne en bachelor à l'université. En début de semestre, il a reçu un email de son directeur de département, comme l'ensemble de ses collègues, lui demandant de fournir un descriptif détaillé de son cours, en fait. Descriptif détaillé, c'était à la fois de fournir les objectifs pédagogiques de son enseignement, la structure de son cours, donc pour chaque séance de son enseignement, d'évoquer les contenus qu'il allait traiter, donc les concepts clés, mais également les références qui étaient, sur lesquelles il s'appuyait en fait, pour dispenser son enseignement. Donc vraiment un descriptif complet de son enseignement et pour chaque heure de cours. Le directeur du département a justifié en fait sa demande dans un souci d'harmoniser les programmes de cette filière au niveau national. Donc l'idée, c'est que cette filière est enseignée dans différentes universités du pays, et l'idée, c'était de pouvoir avoir une harmonisation de ces enseignements pour, d'une part, faciliter la mobilité des étudiants. Donc s'ils ont fait un bachelor dans une des universités, ils puissent continuer en master avec déjà des connaissances, un socle commun de connaissances pour suivre correctement les formations en master dans l'autre université. Et le deuxième point, il s'agissait aussi d'une formation, d'un programme qui orientait les étudiants vers une formation plus professionnalisante à l'université, avec un cadre réglementaire, et on voulait s'assurer qu'à la fin d'un master, tous les étudiants aient à peu près un même socle de connaissances et de compétences au niveau du master. Il explique également que dans cette demande, ça va pouvoir servir justement à l'auto-évaluation du programme. Donc ça, c'est la démarche qualité qui est mise en place dans l'institution, et que justement, dans cette démarche qualité, il va être demandé de montrer quelle était la cohérence des différents enseignements, comment les différents enseignements communiquent entre eux et se complètent. Alors, Monsieur M ne comprend pas du tout cette demande. Monsieur M est quelqu'un qui s'implique beaucoup au niveau pédagogique, a déjà beaucoup travaillé sur son enseignement, a suivi aussi des formations. Les éléments que Sylviane a présentés juste avant, il a déjà un socle de connaissances assez élevé sur les outils qu'il peut utiliser au niveau de son enseignement. Par contre, il ne comprend pas qu'on remette l'accent sur le contenu, en fait. Là, l'accent était aussi sur les contenus de l'enseignement. Il comprend aisément qu'on puisse demander quels sont les objectifs pédagogiques de son cours, pour montrer une image globale de son enseignement. Par contre, pour le contenu, il pense être l'expert de ce domaine.
Denis parlait tout à l'heure du spécialiste de la reproduction des fourmis pygmées. Cet enseignant est spécialiste du contenu, donc il ne voit pas pourquoi il devrait se justifier vis-à-vis de son directeur de département ou de ses collègues du contenu qu'il pourrait présenter. Il craint même qu'on lui impose en fait de supprimer certaines parties du contenu, voire de proposer, comme disait M. Pétiot tout à l'heure, qu'on lui propose en fait d'intégrer des nouveaux éléments de contenu qu'il ne maîtrise pas forcément. Donc il ne serait pas issu de sa recherche. Alors, M. M a pris sa décision. Il a décidé d'envoyer juste le contenu de son cours, pas le contenu, pardon, le descriptif de son cours contenant uniquement les objectifs pédagogiques, en disant qu'il ne remettait en cause en fait cette décision, que c'était une atteinte à sa liberté académique. Donc c'est la décision qu'il a pu prendre par rapport à ça. Alors, juste ça, cette situation, c'est issu d'un cas réel. Elle est un petit peu modifiée ici, mais c'est un cas réel. Alors, avant de continuer mon propos, je vais juste vous poser quelques questions. Vous avez peut-être, dans votre pratique, dans vos institutions, vécu des situations assez proches de celles de M. M. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé, donc quelle était la demande qui vous a été formulée, quels ont été les blocages qui ont été rencontrés par rapport à cette demande. Est-ce qu'il y a une résistance particulière qui s'est mise en place par rapport à la demande qui a été faite? Soit cette demande pouvait provenir de l'institution ou d'un directeur de département. Si ça s'est bien passé, quels ont été les éléments facilitateurs? Qu'est-ce qui a permis finalement de faire en sorte que cette demande puisse aboutir? Alors pour ça, je vais vous proposer de réfléchir individuellement pendant 2 minutes à une situation que vous avez pu vivre ou entendu parler dans votre institution sur cette thématique. Et puis dans un deuxième temps, vous aurez l'occasion de discuter avec votre voisin ou votre voisine de cette situation. Donc votre voisin ou votre voisine prendra le rôle de l'ami critique, vous écoutera et puis vous posera peut-être quelques questions justement pour comprendre un peu mieux cette situation. Et puis on aura l'occasion de discuter tous ensemble par rapport à ça. Ok? Donc je vous laisse 2 minutes où vous réfléchissez individuellement à cette situation, et puis après vous pouvez partager avec votre voisin ou votre voisine. Si vous voulez discuter à 3, c'est également possible, je ne suis pas rigide à ce point. Voilà. Très bien, je vous laisse 2 minutes alors. Bon, la réflexion individuelle, avec le niveau sonore, j'ai quelques doutes, mais... Donc pour celles et ceux qui ont fait la réflexion individuelle seuls, vous pouvez échanger avec un voisin ou une voisine, vous pouvez vous tourner aussi si vous n'avez personne à côté de vous. Très bien. Donc là, théoriquement, vous avez eu le temps de réfléchir avec votre voisin ou votre voisine. On va attendre que tout le monde revienne. OK. Très bien. Les éléments que je retiens ici, c'est qui fait un peu écho à ce qui a été discuté dans la conférence d'avant, c'est l'idée d'avoir ces conceptions différentes de l'enseignement et de l'apprentissage à l'université et comment on met en commun en fait ces conceptions dans une équipe pédagogique. OK. Chez nous, c'était la peur d'être contrôlé par la direction. OK. Et donc, une des manières que j'avais trouvé de résoudre cette situation, c'était de verbaliser ses peurs, de pouvoir que chacun puisse s'exprimer et de les rassurer, notamment en leur disant l'enquête sera anonyme, vous inquiétez pas. Mais malgré ça, il y avait quand même beaucoup de résistance. OK. Donc une crainte, un peu comme Monsieur M, dans la situation où finalement on va avoir un regard sur ce que je fais et puis pourquoi il y a ce regard à ce moment-là. Très bien. Est-ce qu'il y a eu d'autres éléments? Oui, de ce côté-là. Anne Posma, Haute École Ferrer. Je relève dans mon expérience à moi 2 freins, 2 obstacles que j'ai pu vivre en tant que professeur, mais aussi en tant que responsable de formation. Donc j'ai eu les 2 rôles. Il y a le facteur temps, je pense, qui est très très important. Enfin, en tant que professeur, pardon, ça va mieux? En tant que professeur, on est de moins en moins occupé par le cœur de notre métier et de plus en plus avec des activités autres. Enfin, vrai ou pas vrai, enfin, je vois des personnes qui sont d'accord. Deuxièmement, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on en est, en tant que responsable, on en est conscient.
Donc qu'est-ce qu'on fait? On conçoit des grilles. Les grilles qui sont destinées à ce que ça aille plus vite pour les professeurs. Donc, en tant que prof, à la maison, on reçoit des super grilles à remplir. Il n'y a plus qu'à cocher des cases. Mais du coup, on coche des cases et on voit que notre cours se résume à un ensemble de cases à remplir et tout le travail créatif et chouette qu'on a pu faire pour concevoir un beau cours, on doit le mettre en cases. Et c'est super frustrant. Enfin, j'ai toujours détesté ça. Donc, je préfère, en tant que prof, m'exprimer librement sur un papier vierge ou bien en groupe en partageant mes expériences que de remplir des cases. Mmh. Voilà. Et avec quel objectif on doit remplir ces cases, justement? Merci. On ne va pas remplir de grilles après. Mais... l'idée qu'il y a derrière aussi dans ce que vous dites, c'est aussi, finalement, quelle est la finalité de ce travail? Est-ce que c'est une pure démarche administrative où on remplit une grille pour remplir une grille parce qu'à un moment donné, il y a un process qualité qui se met en place et puis on doit vérifier que la grille est bien remplie? Puis ça se résume souvent à ça, en fait. Finalement, c'est regarder si la grille est bien remplie plutôt que se dire est-ce qu'il y a une réflexion pédagogique au niveau de l'équipe à un moment donné? Et puis la démarche qualité devrait plus vérifier ces choses-là que de vérifier si la grille est bien remplie. Et la forme que ça devrait prendre, on est clair que ça pourrait prendre une forme totalement différente qui pourrait discuter avec le reste de l'équipe. Ok, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Je vous montrerai quand même une grille, mais pas une grille à remplir par les enseignants, ça sera un peu différent. Oui, monsieur? Alexandre, Institut Roger Gilbert, promotion sociale. Nous, on travaille en dossier pédagogique définitif. Et comme facteur de blocage, justement, le fait que la programmatique ait déjà été inscrite, quelque part, quand on a des réunions pédagogiques entre professeurs d'une même discipline ou entre professeurs de disciplines différentes, et qu'on veut justement repenser un dispositif, par exemple, notre section est sous le coup d'une évaluation qualité, on est quand même lié par le programme et il est définitif. Donc même les suggestions qu'on pourrait suggérer, elles peuvent valoir, mais toujours à l'intérieur du dossier pédagogique, à l'intérieur de bien spécifier les intentions pédagogiques, de faire vivre le dispositif comme il a été écrit dans ce futur programme et d'évaluer selon les grilles critériées qui correspondent bien au programme. Et donc finalement, le programme a quelque chose d'enfermant et ne permet pas finalement la créativité, l'innovation pédagogique et finalement elle standardise les procédures des professeurs. Mais est-ce que c'est réellement au service des apprenants? Enfin, j'en doute. Ok. Là, ici, vous évoquez la situation où il y a le programme qui exige déjà et puis on doit s'intégrer. Donc, on a un contexte qui nous impose certaines contraintes à un moment donné et puis on ne peut pas forcément bouger grand-chose dedans. On verra aussi comment on peut situer justement son enseignement dans ce type d'approche et discuter de ce qui est possible de faire aussi dans ce type d'approche. On va reprendre un peu ces éléments, mais peut-être juste avant pour voir ce qu'il en est en fait de ces approches programmes. Alors, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de réformes pédagogiques ces dernières années. J'imagine que dans vos institutions, vous êtes passé peut-être aussi dans des approches par compétences, avec la mise en œuvre de référentiels de compétences assez bien détaillés, on va dire, qui peut s'apparenter à certaines grilles. C'est vrai que tout ça, c'est issu aussi ça commençait avant, mais ça s'est mis en œuvre avec la déclaration de Bologne, donc avec la mise en place d'une réforme au niveau de l'enseignement pour justement faciliter notamment la mobilité de nos étudiants, qui s'est mis en place progressivement avec les cadres européens de qualification, de certification, avec les différents descripteurs de Dublin. Donc tout à l'heure, on parlait d'expertise sur du contenu, sur des connaissances. Et c'est vrai que dans les descripteurs de Dublin, on a les deux premiers éléments qui sont ici. Donc on a les connaissances, compréhension et puis application des connaissances qui sont liées au contenu en fait qui va être dispensé. Après, on a des éléments qui sont plus orientés vers ce qu'on peut appeler des compétences génériques ou des soft skills, des aspects liés au jugement, à l'esprit critique, les aspects liés à la communication, mais également tout ce qui est
orienter vers l'apprentissage tout au long de la vie, et de se dire, voilà, quand on va dans une institution d'enseignement supérieur, l'idée c'est de pouvoir continuer à apprendre une fois qu'on a quitté cette institution, en sachant qu'on est dans une société où le savoir évolue de plus en plus rapidement, où on a un accès au savoir qui évolue très rapidement. Je discutais récemment avec les collègues de notre faculté de biologie. Ils disaient, nous on apporte des connaissances en première année de bachelor, on sait très bien qu'en cinquième année en deuxième année de master, en cinquième année universitaire, ces connaissances seront plus d'actualité parce que voilà, ça aura déjà évolué. Donc on ne peut plus simplement axer que sur du contenu où on enseigne la vérité, mais on doit plutôt apporter des compétences un peu différentes aux étudiants. Ces approches programmes, elles sont à la suite en fait de ce type de démarche, avec la mise en place de cadres nationaux de qualification. En Suisse, on a le cadre qui s'appelle c'est le cadre de qualification nationale. Le titre, il n'est pas super original, mais qui reprend en fait ces 5 grands éléments. Donc le cadre institutionnel qui nous est proposé, c'est que ce qui est demandé aux responsables de programme, aux enseignants des équipes pédagogiques, c'est qu'il y ait une réflexion qui porte sur les 5 briques qui sont montrées juste en haut. Est-ce qu'il y a une réflexion au niveau des connaissances et de la compréhension auprès des étudiants? Est-ce qu'on leur apporte des éléments pour appliquer ces connaissances? Est-ce que ça permet de développer leur esprit critique? Est-ce qu'on permet de développer les aspects liés à la communication et à développer l'apprentissage tout au long de la vie? Ce qui est demandé, c'est ça. Après, au niveau de l'application, il n'y a pas eu de contraintes plus spécifiques, ce qui fait que nous, on a pu travailler avec les équipes pédagogiques en disant « Ok, on a un cadre qui est comme ça, on va pouvoir réfléchir au programme dans ce cadre-là, mais ça laisse quand même une grande marge de manœuvre. » Il me semble qu'avec ça, ça ne change pas dramatiquement ce qui est mis en place dans nos institutions. Alors, si on applique ça maintenant plus précisément et qu'on fait peut-être la différence entre le changement de paradigme où avant on avait peut-être une réflexion plus individuelle de son enseignement, on est passé maintenant à une réflexion un peu plus collective où l'idée c'est de réfléchir plus de manière globale au niveau d'un programme. Donc finalement, quels seront les acquis de formation, les acquis d'apprentissage des étudiants à la fin d'un programme, à la fin d'un bachelor, à la fin d'un master. Alors juste peut-être pour faire quelques petites métaphores, avant on avait l'approche cours, je dis avant mais il y en a encore beaucoup, où on a différents enseignements qui sont créés, donc chaque enseignant va créer son enseignement, donc on a des blocs de temps de grammes ici qui sont proposés. Et puis une fois qu'on a fait ces blocs peuvent être tout à fait cohérents, chaque bloc a une cohérence propre. Typiquement, si on a des objectifs pédagogiques, pour le premier cours, l'objectif, ça va orienter l'étudiant vers une forme de triangle, si on reprend ce schéma, et puis on aura des formes différentes en fonction des objectifs proposés dans chaque enseignement. Et puis, ce qui se passait, c'est qu'à un moment donné, il y avait des réunions d'équipe pédagogique où l'idée, c'était d'essayer de montrer une cohérence au niveau du programme. Et là, ça pouvait prendre différentes formes en fonction de ce que l'équipe voulait créer. On pourrait faire une sorte de L ou une forme un peu plus différente. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Ça pourrait aussi conduire à des formes qui étaient présentées d'une certaine façon, mais sans représenter une forme globale. Et puis, c'est à l'étudiant de se débrouiller avec les différentes pièces et d'essayer de trouver du sens, de mettre une cohérence par rapport à cette formation. Si je me rappelle de mon propre cas, quand je repense à un programme que j'ai suivi quand j'étais étudiant, il y avait une grande part du travail que nous devons faire en tant qu'étudiants, c'était vraiment d'assembler ces différents morceaux et d'essayer de voir quelle était la forme globale qu'on voulait se représenter. Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, dans chaque partie, dans chaque pièce, il y a possibilité d'avoir une cohérence, on va dire, interne. Vous avez sûrement déjà vu ce type de graphique présenté souvent sous d'autres formats, mais c'est issu des travaux de Tyler et puis de Biggs. On a pu appeler, avec des termes un peu barbares, des triples concordances ou d'alignement constructif, alignement pédagogique ou encore autre cohérence pédagogique. Je préfère le terme de cohérence pédagogique, mais chacun peut utiliser le terme qu'il souhaite. L'idée, en fait, c'est qu'il y ait une cohérence au niveau de son enseignement. On a les objectifs d'apprentissage, donc ce que les étudiants doivent être capables de faire avec ce
ce qu'on va leur proposer dans le cadre de son enseignement, en termes de connaissances, en termes de pratiques, en termes de compétences qu'ils peuvent développer. Et tout ça, ça va être relié à différents blocs. Ça va être relié à du contenu. Donc, quels sont les éléments de contenu qui vont permettre à mes étudiants d'atteindre les objectifs qui sont proposés. Ce contenu, il peut être soit relié à mon travail de recherche, soit à une sélection du contenu que j'ai pu faire dans la littérature d'un champ de recherche qui est proche du mien. Ça va être lié aussi à des stratégies d'enseignement. Ces stratégies d'enseignement, ici, c'est finalement quelles vont être les meilleures activités que je vais pouvoir proposer à mes étudiants pour leur permettre d'atteindre ces objectifs. Et puis le dernier point, ça va être les stratégies d'évaluation. Comment je vais vérifier que mes étudiants ont bien atteint les objectifs qui étaient fixés. Alors tout ça, ça communique. C'est pour ça qu'il y a des parois qui sont poreuses ici entre les différents blocs. L'idée, c'est que je vais vérifier finalement dans mon enseignement si ça forme un tout cohérent. Donc là, dans une approche courte, ça fonctionne très bien. Je vais vérifier que mon enseignement que je dispense est cohérent. Si je prends un exemple d'un enseignement qui ne serait pas cohérent, typiquement, j'enseigne le droit. C'est pas pour dire qu'en droit, c'est toujours incohérent ce qu'il propose. J'enseigne le droit. J'ai du contenu, par exemple, sur contenu disciplinaire par rapport à ça, qui est en lien assez évident avec mes objectifs. Et j'ai un des objectifs de mon enseignement qui est à la fin de mon enseignement, les étudiants devront être capables de plaider devant un jury simulé. Donc on pourrait plaider un jury dans la salle de classe, et puis les étudiants, à la fin, ils devraient être capables d'argumenter et de faire cette plaidoirie. La stratégie d'enseignement que j'ai sélectionnée ici, assez classiquement, c'est que j'ai du contenu à faire passer à mes étudiants pour les préparer à faire cette plaidoirie. Donc ils doivent être armés théoriquement à faire cette plaidoirie, donc je vais leur apporter du contenu. Et pour moi, en tant qu'enseignant, j'ai choisi l'exposé ex cathedra pour proposer cette transmission de contenu. Donc j'estime que si je présente le contenu à mes étudiants et que je le présente d'une façon suffisamment argumentée, ils devraient être capables de transférer après une situation où ils seraient évalués là-dessus. Et donc, en stratégie d'évaluation, c'est un examen oral qui est proposé à l'étudiant. Donc l'étudiant va devoir faire une plaidoirie, ce qui est assez cohérent avec l'objectif. Ici, le problème qu'on peut voir, c'est que la stratégie d'enseignement qui a été choisie, l'exposé ex cathedra, ne va pas forcément préparer les étudiants. On va leur amener des éléments de connaissance, mais ils n'auront pas eu l'opportunité à un moment donné de pouvoir eux-mêmes s'exercer à l'oral, de recevoir un feedback sur ce qu'ils ont fait pour pouvoir après réguler leur apprentissage. Donc si on voudrait ajouter un peu de cohérence à ce dispositif, on pourrait intégrer à un moment donné des situations où les étudiants ont l'opportunité de prendre la parole et de recevoir un feedback. Alors après, on aura des contraintes, c'est pour ça que tout ça, ça s'inscrit dans un contexte, qui est un peu coupé d'ailleurs, où on a une contrainte de temps, on a une contrainte liée à un nombre de crédits ECTS qui sont attribués à cette matière. Donc là, après, c'est à voir comment on va pouvoir aménager tout ça dans cet enseignement. On va revenir là-dessus au niveau de l'approche programme. Maintenant, si je vais dans un cas un peu plus cohérent, là, j'ai deux objectifs. Un des premiers objectifs, ça va être que mes étudiants, à la fin, devront être capables d'expliquer les principes théoriques sous-jacents à la méthodologie A. Donc, c'est une des méthodologies que j'aurais présentées. Et puis, un deuxième objectif qui serait que les étudiants, à la fin, devront argumenter son choix méthodologique en fonction d'une situation donnée. Ça reste assez conceptuel à ce moment-là. On va rentrer dans le détail. Donc, dans le contenu, j'ai sélectionné différents concepts que j'ai discutés avec mes étudiants. Il y aura la méthodologie A qui sera présentée. Je vais présenter également une deuxième méthodologie et puis des concepts aussi associés à cette discipline. Dans les stratégies d'enseignement retenues, je vais transmettre à un moment donné, je vais présenter ces différentes méthodologies et les concepts, un exposé que je vais faire à mes étudiants, mais je vais également leur proposer, donc ça pourrait aller bien sur le côté explication d'une méthodologie, j'apporte des éléments de connaissance, mais ce n'est pas suffisant pour être certain que les étudiants soient capables d'expliquer. Je vais mettre en place aussi des activités qu'on appelle 1 de tous, c'est l'activité que vous avez vécue tout à l'heure, où on réfléchit individuellement, on échange avec son collègue, et puis après, on va raisonner avec le reste de la salle. L'idée, c'est si je veux voir si les étudiants sont capables d'expliquer les principes théoriques à une méthodologie, à un moment donné, il faut que je les mette un peu en
en pratique. Et là, ils vont pouvoir tester, ils pourraient expliquer mutuellement avec leurs voisins, leurs voisines, ces choses-là, recevoir du feedback de leurs voisins, leurs voisines, avec ce rôle d'amis critique, et puis d'avoir un feedback plus général au niveau de l'enseignement. Et puis, je peux aussi dire, je vais organiser un débat dans ma classe pour leur permettre d'argumenter, en fait, et de créer un argumentaire par rapport à ça et leur donner déjà un feedback. Lors de l'évaluation, ce que je vais proposer, c'est un examen oral. Donc ça, c'est une forme d'évaluation que je pourrais proposer pour vérifier s'ils sont capables d'argumenter à l'oral ces différents éléments. Est-ce que ça va par rapport à ce fonctionnement? C'est des choses que vous avez déjà dû voir. Alors, comme disait Sylviane tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qu'on fait dans notre pratique par intuition, et les formations que vous avez pu voir peut-être dans d'autres endroits, souvent c'est d'essayer de faire passer les gens de l'intuition à l'intention, de se dire ok, ça c'est des choses que je faisais, d'essayer de mettre cette cohérence. Maintenant j'arrive à me représenter peut-être mentalement cette cohérence, et du coup ça va m'aider aussi après pour développer mes enseignements. L'idée c'est que du coup si je change quelque chose, ou s'il y a des éléments qui vont changer dans ce bloc, ça risque d'influer après mes différents blocs. Typiquement, je veux organiser un débat avec mes étudiants. Dans le contexte d'enseignement, j'avais une 50aine d'étudiants, donc c'est assez jouable d'organiser des groupes d'étudiants. L'année suivante, j'ai toujours mon enseignement qui tourne, il est toujours au programme, sauf que le contexte d'enseignement il a changé, je me retrouve avec 300 étudiants. Est-ce que ça va avoir une incidence sur l'organisation du débat? Et donc là, c'est des questions qui vont devoir être posées pour pouvoir améliorer après la cohérence de mon enseignement. Est-ce que je peux toujours faire cette chose-là dans le cadre de mon enseignement, ou est-ce que je suis obligé de changer un petit peu ma pratique? Alors, on va garder ce schéma en tête, et puis je vais le réduire. Maintenant, il se réduit à ça. Donc on va le retrouver dans les différents éléments. L'idée, c'est que c'est notre cohérence au niveau de notre enseignement qui est représenté par ce cercle, et puis le cœur du cercle, donc ce qui est le petit cercle plein en vert bleu, ça sera nos objectifs d'apprentissage. Alors si on revient sur notre schéma que nous avions tout à l'heure, on peut voir que notre première pièce ici, elle a sa propre cohérence. Donc la cohérence a été réfléchie ici, et puis les différentes pièces qui représentent les différents enseignements ont leur propre cohérence, et lorsqu'on va les réunir au niveau d'un programme, on va les juxtaposer. Ça va former une certaine cohérence du dispositif du programme. Ça, c'est l'approche cours. Maintenant, si on va dans l'approche programme, l'idée, c'est de réunir l'équipe pédagogique et puis de définir ensemble quels sont finalement, quel serait le profil de l'étudiant de sortie. Finalement, on fait une formation, on est ensemble dans un programme, et puis quelle est la raison d'être de ce programme? Quel serait le profil de sortie des étudiants? Quelles sont les valeurs aussi de ce programme? Est-ce qu'il y a aussi des principes pédagogiques qui sont partagés dans l'équipe? Ou est-ce que justement on va plutôt vers une diversité d'approches? Mais est-ce que ça a été discuté? Donc l'idée de cette approche programme, ça va être de réunir l'équipe pédagogique et de définir finalement le profil de sortie des étudiants et d'essayer d'apporter en fait cette cohérence au niveau du programme. Donc de réfléchir à des objectifs de formation, donc les acquis de formation, qu'est-ce que les étudiants devraient être capables de faire à la fin de ce programme, et après de redescendre au niveau de l'enseignement. Et d'essayer de déconstruire en fait ce modèle avec les différents éléments, donc nos différentes cohérences d'enseignement. Et puis, ces éléments devraient répondre en fait aux objectifs plus globaux. Donc ça, c'est dans l'idéal. L'approche programme est constituée de la sorte. L'idée, c'est donc de partir du programme et de redescendre au niveau des enseignements. Juste pour vous dire, par rapport à ce qui a été discuté au niveau de mon institution, quand on a développé cette approche, l'idée c'était de dire, à un moment donné, si on ne travaille pas dans l'équipe pédagogique à réfléchir à cette cohérence, il va y avoir une injonction au niveau national d'appliquer des choses qu'on n'a pas envie de faire. Donc l'idée, c'est plutôt de se réunir et de se dire, OK, nous, on va réfléchir à cette cohérence du programme, et puis après, on va voir comment on se répartit les éléments. On l'a vu de différentes façons. Soit on a travaillé avec les équipes pédagogiques où l'équipe voulait partir de zéro, donc mettre à plat et puis redéfinir complètement quels étaient les objectifs et puis redescendre au niveau des enseignements. Soit on est parti finalement de ces schémas qui étaient existants déjà. Par exemple, on avait notre L ici
qui est existant, et puis de se dire, mais finalement, si on devrait remonter sur quelque chose de plus cohérent, comment on pourrait faire discuter les enseignements entre eux? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être aussi intéressantes de partager avec les collègues? C'est ça qu'on va voir par la suite de la discussion. Peut-être juste pour aussi illustrer, si je prends un programme, par exemple, un master en sciences de l'éducation, j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes de sciences de l'éducation dans la salle, on a des objectifs du programme, après on peut les définir en objectifs d'apprentissage au niveau d'un enseignement, et ça peut se trouver aussi au niveau d'une séance d'enseignement. Si j'illustre un petit peu ça, au niveau du programme, on peut avoir un objectif assez large qui est que les étudiants devront être capables d'analyser des situations pédagogiques à partir d'un corpus théorique. Ça reste relativement large. Au niveau d'un cours de psychologie de l'éducation, on pourrait avoir un objectif qui est que les étudiants devraient être capables d'expliquer comment ces théories psychologiques relatives à l'apprentissage s'appliquent dans des situations pédagogiques données, qui reste encore relativement large. Et puis dans une séance, on pourrait avoir l'élément suivant, donc comment les principes du socioconstructivisme, on a commencé à donner ce gros mot tout à l'heure, s'appliquent dans un débat scientifique avec des élèves de secondaire. Donc ça serait un des premiers éléments qui permettrait de répondre à un objectif au niveau d'un enseignement, qui permettrait de répondre à un objectif un peu plus macro au niveau d'un programme. On pourrait avoir un deuxième objectif qui serait, dans une autre séance, de voir comment une autre théorie pourrait être utile pour comprendre la formulation d'un feedback à un travail de groupe, ou comment donner un feedback à un travail de groupe. Donc ça, c'est globalement les différents niveaux, c'est un peu les matrioshkas où on a les poupées russes, là, avec le programme, et puis à chaque fois, on a des éléments qui s'emboîtent. On n'est pas dans des grilles encore. On a des poupées russes, c'est peut-être un peu plus artistique. Si je reprends un peu le schéma qu'on avait tout à l'heure dans mon enseignement, donc j'ai un des objectifs que j'ai cité. Dedans, je vais avoir les différentes théories qui vont être présentées. Donc, j'ai le comportementalisme, le socioconstructivisme, ainsi de suite. Stratégie d'enseignement, je vais avoir de l'exposé, mais je vais avoir aussi une étude de cas qui va être proposée à mes étudiants pour qu'ils puissent appliquer ces éléments de connaissance à une situation donnée. Et puis, je vais avoir un QCM qui va permettre de vérifier en termes d'évaluation les connaissances sur les théories, mais ça sera un QCM plus formatif qui sera fait sur la plateforme pédagogique. Donc les étudiants pourront recevoir du feedback sur leur progression, mais l'examen portera sur la résolution d'une étude de cas. Donc par rapport à cette cohérence, les étudiants auront déjà travaillé dans la classe là-dessus, et puis on va revenir là-dessus. Donc là, je suis au niveau de mon enseignement, mais on a vu qu'il y avait tout un programme qui était situé. Maintenant, la question, c'est comment je vais renforcer la cohérence de mon enseignement en situant dans le programme. Alors si je reprends les schémas que j'avais tout à l'heure, donc j'avais mon schéma rouge tout à l'heure, le cercle rouge avec le cercle plein au milieu qui était les objectifs du programme. Ici, on va dire que j'ai 6 objectifs qui sont définis par les lettres A à F. Et puis, dans mon programme, j'ai 2 années avec le cours 1, cours 2, cours 3, cours 4 de la première année, et puis le cours 1, cours 2, cours 3, cours 4 de la deuxième année. Et puis là, ça forme des blocs cohérents. Un des premiers points qu'on va pouvoir, première question qu'on va pouvoir se poser justement pour essayer de renforcer la cohérence de mon enseignement par rapport au programme, ça va être, est-ce que les objectifs d'apprentissage visés par mon enseignement sont-ils cohérents par rapport à ceux visés dans le programme? Une première question que je vais me poser. C'est typiquement la situation que monsieur a décrite tout à l'heure, c'est finalement, j'enseigne dans un programme déjà existant. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Est-ce que l'enseignement pour lequel j'ai réfléchi, que j'ai déjà créé, est-ce qu'il s'intègre bien dans le programme existant ou est-ce que ça ne va pas jouer? L'idée, c'est que voilà, j'ai un premier objectif qui est relié ou qui permettrait d'atteindre l'objectif A, et puis j'ai typiquement, ce serait expliquer comment les théories, blablabla, ça c'est relié à l'objectif plus macro. Mais je peux avoir un deuxième objectif qui est aussi relié à un deuxième objectif du programme. Et je peux avoir un autre objectif qui est relié à rien du tout, en fait. Alors finalement, cet objectif, qu'est-ce que je fais? Et là, c'est la discussion pédagogique, lorsqu'on réfléchit en approche programme, ça va être de voir avec l'équipe pédagogique si c'est intéressant d'intégrer en fait cet objectif au niveau du programme. Donc ça serait à rediscuter avec l'équipe.
Typiquement, dans mon cours, je travaille avec les étudiants sur l'argumentation à l'oral. Et puis, nulle part dans le programme, il y a le développement de soft skills sur la présentation orale. Est-ce que ça vaudrait le coup, justement, d'intégrer, en fait, cet objectif pour un objectif plus macro d'aptitude de communication? Donc ça, c'est des choses qui pourraient être intégrées. Ça pourrait être aussi de dire, finalement, cet objectif, il n'est pas pertinent par rapport à ce programme, du coup, on ne va pas le travailler dans mon enseignement et je vais faire autre chose. Donc ça peut aller dans les deux sens. C'est soit je vais modifier mon enseignement pour qu'il s'intègre dans le programme, soit on va voir s'il y a possibilité de modifier le programme à ce moment-là. Donc ça, c'est le premier point pour le situer. Le deuxième point, c'est est-ce que les objectifs d'apprentissage visés par mon enseignement sont cohérents par rapport à la charge de travail que cela va demander aux étudiants pour atteindre cet objectif? Donc là, on revient aux contraintes qu'on peut avoir au niveau de notre enseignement. Nos programmes sont à la sauce bolognaise, donc on a un certain nombre de crédits par programme qui sont attribués. Peut-être juste pour la petite anecdote, sur un semestre de cours, on a 30 crédits ECTS qui sont alloués, si je ne me trompe pas. Ces 30 crédits ECTS, ils sont répartis sur 17 semaines. En général, il y a 14 semaines de cours et puis 3 semaines entre le moment où il y a la fin des cours et puis le passage d'examen. Bon, ça peut varier en fait d'institution à l'autre, mais en gros, on est sur 17 semaines. Si on regarde un petit peu, c'est un travail qu'on a fait avec les associations étudiantes chez nous, si on regarde le nombre d'heures que ça demande aux étudiants, donc les crédits ECTS, c'est le temps de présence en cours, mais également le temps d'apprentissage, donc le temps pour travailler ses notes et pour préparer l'examen, pour faire des lectures, ainsi de suite. Si on regarde en fait les fourchettes basses, donc qui est de 25 à 30 heures, et 30 heures pour la fourchette haute, du nombre de temps de travail attribué pour un crédit ECTS, si on fait ce calcul, on se retrouve à une semaine de travail pour les étudiants de 44 heures à 53 heures. Donc c'est assez intéressant à garder ça en tête aussi lorsqu'on réfléchit à l'approche programme, de se dire mais finalement avec cette masse de travail, est-ce que les étudiants, est-ce que ça va être jouable? Et l'autre point qu'on va pouvoir se questionner, c'est finalement si je demande à mes étudiants de travailler sur un rapport qu'ils devront rendre ou sur des travaux longs, est-ce que mes collègues demandent aussi ce type de travail dans leurs cours? Et est-ce que ça va être gérable au niveau après des étudiants de mener ces travaux en parallèle? Juste pour une autre anecdote aussi, dans mon institution, on a une équipe pédagogique dans un programme qui s'est beaucoup investi au niveau pédagogique, qui a mis en place beaucoup de méthodes actives, où les étudiants doivent beaucoup travailler en dehors des cours. Et puis ils ont tout fait ça de manière à... il y avait un programme qui avait été réfléchi, puis individuellement, après, ils ont modifié un peu leur cours, parce que l'approche programme, elle vit aussi. Donc à un moment donné, on réfléchit sur un programme qui est cohérent, mais à un moment donné, il faut revenir sur ce programme pour voir s'il y a toujours cette cohérence-là. Ils se sont aperçus en fait, qu'ils avaient tous développé des méthodes pédagogiques assez coûteuses en termes de travaux d'étudiants, et les étudiants ne pouvaient juste plus, en fait. Donc, même s'ils avaient mis en place des approches où c'était intéressant pour développer des apprentissages en profondeur, les étudiants étaient obligés de gérer ça de manière plus superficielle, et du coup, ça ne permettait pas d'atteindre les objectifs qui étaient visés par les enseignements. Donc là, il y a une réflexion d'équipe pédagogique qui s'est lancée après pour réguler un peu le programme. Alors, au niveau des crédits ECTS, donc j'ai toujours mon enseignement qui est proposé ici. Est-ce que, finalement, par rapport aux objectifs que j'ai fixés en termes d'apprentissage, le temps qui est alloué permet aux étudiants d'atteindre les objectifs visés? Ou est-ce que, justement, à un moment donné, je me dis, finalement, par rapport à ce qui est prévu, je ne vais pas pouvoir tout faire. Et puis, je pourrais commencer à aborder certaines choses dans mon enseignement, mais par exemple, l'atteinte de l'objectif D ici, pour mon enseignement, ça ne va pas être jouable. Donc je pourrais peut-être amener quelques éléments, mais cet élément, je ne vais pas pouvoir l'utiliser, je ne vais pas pouvoir le travailler. Ce qui veut dire, cet objectif, il existe quand même au niveau du programme. Est-ce qu'il y a un autre enseignement qui va permettre d'atteindre cet objectif? Le deuxième point, ça va être de changer un petit peu la proportion de crédits ECTS, et donc ça c'est pareil, c'est des discussions pédagogiques à avoir. C'est finalement, si mon cours est important pour atteindre ces deux objectifs, je vais l'augmenter, en fait, lui octroyer un peu plus des crédits ECTS, et forcément, ça sera au détriment d'un autre cours. Donc on voit que le cours 1, par exemple, il a diminué sa part de crédit. Donc ça c'est pareil, ça ne peut pas se décider individuellement, c'est là l'intérêt de cette approche plus programme.
Le point suivant, c'est est-ce que finalement il y a d'autres enseignements, et qui va pouvoir faire écho justement à ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'il y a d'autres enseignements qui visent les mêmes objectifs que mon enseignement? Donc je reprends toujours mon enseignement, c'est le cours 2. Finalement, je me rends compte que le cours 3, il répond aussi au même objectif. Il vise l'atteinte de cet objectif plus macro. Si je reprends l'exemple que j'avais tout à l'heure de mon cours, de mon master en sciences de l'éducation, donc j'ai cet objectif macro, donc ça serait l'objectif A. J'ai mon objectif au niveau de mon enseignement qui est celui-là, et puis j'ai un autre objectif qui est celui-là pour le cours 3. Et l'idée, au niveau de l'approche cours, ça pourrait être de se dire, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup qu'on travaille ensemble avec cet enseignant pour mettre en place une activité qu'on peut appeler une activité intégrative. Donc plutôt que de créer chacun des activités pédagogiques, ça serait se dire à un moment donné, on met nos forces en commun pour créer une activité pédagogique qu'on évaluerait également en commun, mais sur les parties qui nous concernent. Et donc l'idée, ça serait de voir est-ce que les étudiants ils sont capables d'intégrer, et puis pour vérifier finalement si on arrive à analyser une situation pédagogique à partir d'un corpus théorique, ça peut être intéressant d'avoir aussi, on parlait d'interdisciplinarité tout à l'heure, d'avoir des éléments qui proviennent des disciplines différentes. Souvent, ce qui se passe dans ce type de cursus, c'est qu'on va avoir des théories de manière séparée, mais à aucun moment on va avoir un endroit où on va pouvoir confronter en fait ces théories. Si je reprends en fait le schéma qu'on avait tout à l'heure, là j'ai mon enseignement, le cours 2, avec, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, hein, j'avais la résolution d'une étude de cas. Vous vous rappelez? Le schéma que je vous avais montré, il y avait la résolution d'une étude de cas pour voir si les étudiants étaient capables d'appliquer ces éléments. L'idée maintenant, c'est de mixer en fait les deux approches avec le cours 3, d'avoir une activité intégrative qui pourrait être par exemple une enquête qui serait réalisée tout au long du cours, avec un rapport qui serait produit, ce qui supprimerait en fait l'étude de cas qui serait demandée aux étudiants, mais qui serait évaluée de chaque côté par les deux enseignements. Et donc là, on réfléchit finalement à déjà tisser en fait les deux enseignements. Souvent, ce qu'on dit, c'est que l'approche programme par rapport à l'approche cours, c'est l'image du tapis persan versus le patchwork. Dans l'approche programme, on va réfléchir au tapis persan, on a déjà une image en tête de ce qu'on va créer, donc on va tisser pour que ça fasse un bel élément, chacun va apporter ses fils de couleurs pour tisser quelque chose de cohérent, alors que dans l'approche court, on a plus des patchwork, on va créer sur un petit bout de tissu, et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va essayer de coudre ça ensemble pour faire un truc qui est parfois pas si joli que ça. Mais chacun a ses propres goûts. Donc ça, l'idée, voilà, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'il y aura un intérêt à un moment donné de s'allier avec un autre collègue pour faire ces choses-là. L'idée, c'est pas que ça nous fasse une charge de travail supplémentaire, mais plutôt de se dire, non, là, ça pourrait valoir le coup parce que c'est un sens pédagogique. On n'est plus sur juste, il faut remplir des cases pour voir si c'est bien cohérent. Non, là, on réfléchit à dire, mais là, ça vaudrait le coup, en fait, qu'on mette nos forces en commun pour ces choses-là. On peut réfléchir souvent aussi aux activités qu'on propose aux étudiants sur des activités de rédaction de mémoire. Souvent, il y a un seul enseignant qui va évaluer, qui va suivre et qui va évaluer le travail de mémoire, alors qu'on pourrait imaginer finalement que dans ce travail de mémoire, on puisse évaluer l'intégration des différentes connaissances et méthodologies que l'étudiant aurait pu voir tout au long de son parcours. Et puis que l'évaluation porte plus sur les éléments qui seraient traités dans ce cadre-là. Oups, j'arrive là. Alors le quatrième point qu'on peut voir, donc là c'était est-ce qu'il y a des éléments qui atteignent les mêmes objectifs. L'autre point, c'est est-ce que finalement, pour suivre mon enseignement dans de bonnes conditions, est-ce que mon enseignement s'appuie sur des éléments de connaissance ou des apprentissages qui auraient dû être réalisés par le passé? Typiquement, si je reprends le cas de Monsieur M, le directeur de son département souhaitait en fait connaître en fait les éléments de contenu pour justement voir si on touchait les différentes thématiques qui devraient être abordées dans ce programme. Mais également, ça peut être intéressant de voir si, à un moment donné, mon cours repose sur des éléments de connaissance précédents. Typiquement, si je le schématise, j'ai le cours 303 ici, qui repose en fait sur des éléments de connaissance qui auraient été travaillés dans le cours de l'année précédente. Okay. Donc là, finalement, pour suivre le cours,
Typiquement, chez nous, on a eu cours de statistique 2. Pour suivre le cours de statistique 2, il faut suivre le cours de statistique 1. Sinon, on est un peu embêté. Donc, dans l'approche programme, on va avoir ce type de réflexion aussi. Juste pour une autre anecdote aussi, on a une faculté de lettres. Il y a quelques années, avant le passage à l'approche programme, les étudiants pouvaient choisir en fait tous les enseignements qu'ils souhaitaient prendre. Donc on avait une approche cours qui était très présente. Et sur les 1000 étudiants qu'on avait, le doyen s'était intéressé à voir les nombres de parcours différents d'étudiants. Il y avait 980 parcours d'étudiants différents. Donc 900 combinaisons différentes de cours choisis. Donc à la fin, pour avoir finalement une représentation globale de ce que forme notre master, c'était un peu compliqué. Et puis, justement, finalement, ça amène aussi une difficulté au niveau des enseignants de se dire, mais finalement, je vais parler de tel élément dans mon cours. Ça m'embête parce que pour parler de ça, il va falloir que je parle aussi de ces choses-là parce qu'il y a une partie de mes étudiants qui n'ont pas vu ces notions. Ça arrive souvent en master quand on a des étudiants qui arrivent d'une autre université, ben finalement on est obligé de revenir sur certaines notions. Du coup ça plaît à personne parce que pour les étudiants qui arrivent pour passer ces notions, ben ça va super vite pour leur présenter les notions de base. Et puis pour ceux qui étaient déjà là, ils se disent mais on refait les mêmes trucs qu'on a vus précédemment. Donc ça nécessite finalement encore un plus gros travail d'organisation pour voir comment on pourrait mettre en place des cours de soutien pour les étudiants qui viennent d'ailleurs. Tout avec la problématique des crédits ECTS qui théoriquement devrait être équivalent pour tout le monde. Le dernier point qu'on va discuter, c'est finalement, est-ce que les apprentissages visés par mon enseignement serviront à des enseignements ultérieurs? Donc c'est le pendant de l'autre. En fait, tout à l'heure, est-ce que mon enseignement repose sur des éléments que mes collègues ont travaillé, ou est-ce que mon cours est utile pour les autres collègues? Mais ça, s'il n'y a pas de discussion pédagogique, ça va être difficile en fait de savoir. Et puis je ne pense pas que juste en demandant des fiches aux enseignants, ça marche également. Donc de remplir des grilles, je ne pense pas que ça marche comme ça. Typiquement, si je le schématise, ça peut être, voilà, mon cours, il est utile pour ces deux enseignements. Ce qui peut vouloir dire aussi, à un moment donné, dans l'attribution des crédits ECTS, se dire, ce cours, c'est un socle important pour la suite des études. Attention, il ne faudrait peut-être pas trop y toucher ou pas réduire le nombre de crédits parce qu'on touche des notions qui sont importantes. Ou si on le touche, il faudrait peut-être bouger un petit peu aussi la cohérence des autres enseignements. Donc à chaque fois, on a cette cohérence globale qui va avoir un impact au niveau de la cohérence interne de chaque enseignement. Alors là, on était au niveau de la cohérence, on va dire plutôt interne, en lien avec la cohérence globale. Maintenant, comment on pourrait renforcer la cohérence globale? Alors je vous rassure tout de suite, je vais vous montrer une grille. Mais c'est une grille qu'on peut faire ensemble, en fait, quand on est en équipe pédagogique, se dire, finalement, par rapport aux objectifs du programme, comment mon enseignement contribue à l'atteinte de ces objectifs. Et l'idée, c'est de faire quelque chose de relativement simple. Alors, ce que je vais vous montrer, ce n'est pas quelque chose qui est directement, qui peut être perçu comme quelque chose d'administratif, mais après, c'est la réflexion pédagogique qu'il y a derrière qui va être intéressante. Voilà le joli schéma, la jolie grille. On reprend notre programme avec nos objectifs. On a nos 6 objectifs qui sont présentés ici. Et puis après, on va analyser en fait, avec l'équipe, quel enseignement contribue à l'atteinte de tel objectif. Typiquement, le cours numéro 1, il permet de contribuer à l'atteinte de l'objectif B ou de l'objectif D. Le cours 2, c'est celui qu'on avait tout à l'heure, c'est le même si vous pouvez faire le suivi. C'est l'objectif A, l'objectif C et l'objectif E. Et ainsi de suite pour l'ensemble des objectifs du programme. Et puis on peut avoir des activités intégratives à différents moments. L'idée de faire ce travail-là, c'est après de voir finalement en équipe pédagogique s'il n'y a pas des problèmes au niveau de la cohérence du programme. Alors je vais passer ça. Typiquement, le cours 4 ici, il vise l'atteinte d'aucun objectif du programme. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ce cours 4 ? Est-ce que on a oublié en fait à un moment donné d'indiquer des objectifs? Est-ce qu'il est pertinent dans le cadre de ce programme, ou est-ce que finalement le programme a évolué et puis maintenant ce cours est plus forcément d'actualité et puis on devrait le redesigner? Ça c'est pas forcément facile à évoquer avec l'équipe pédagogique. On est tous autour d'une table en disant ton cours il va te supprimer.
mais à un moment donné, si on réfléchit au niveau global, c'est des choses qui peuvent apparaître. L'autre point aussi, c'est qu'on voit le cours 2 et le cours 3 ici sont fortement reliés, ils visent l'atteinte des mêmes objectifs, et c'est là où on peut justement se dire que ça serait intéressant que les enseignants de ces deux enseignements puissent travailler ensemble. C'est ce qui est le cas avec une enquête qui est proposée ici, un mémoire, et également ici avec le travail de mémoire. C'est des exemples. Hein, L'autre point aussi, on voit le cours 4, juste peut-être pour revenir ici, c'est que ces deux cours, finalement, ils sont assez importants. Ils touchent trois objectifs au niveau du programme. La réflexion, c'est est-ce qu'en termes de crédits ECTS, il y a suffisamment de crédits qui sont attribués pour ces cours, parce que visiblement, ils sont assez importants au niveau du programme. Ou est-ce que, justement, il faudrait augmenter cette part de crédit. L'autre point, donc, ça va être... J'arrive... Le cours 4 de deuxième année. Ici, on voit que c'est le seul cours qui vise à travailler avec les étudiants sur l'objectif F. À ce niveau-là, on peut se demander, finalement, il y a un danger aussi pour les étudiants. Si on travaille l'atteinte de cet objectif seulement dans ce cours, et que les étudiants échouent ou en niveau assez faible dans ce cours, ben finalement, par rapport à ce qui est attendu de l'étudiant à la fin de cette formation, ben là, on a quelque chose qui sera un peu délicat. Les étudiants, finalement, on va valider un programme, mais dans ce programme, on aura validé, si on peut appeler ça une compétence, qui ne sera peut-être pas maîtrisée par les étudiants. L'autre point d'analyse, ça va être d'analyser de manière plus horizontale. On voit que pour l'objectif C, il y a énormément de cours qui travaillent sur l'atteinte de cet objectif. Donc là, c'est pareil, c'est à voir finalement, est-ce qu'il n'y a pas l'intérêt de mettre une activité intégrative pour éviter le risque de saucissonner en fait les éléments qui seraient vus là-dedans. Également pour le cours pour l'objectif E ici. Donc voilà pour les éléments. Je crois que j'arrive quasiment à la fin. Peut-être juste, je montrais, c'est juste pour faire un écho par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Il y a un super livre, c'est un peu différent qui existe, c'est ce bouquin, Teaching What You Don't Know. C'est justement un ouvrage où des fois, ça peut arriver dans un programme, on est amené, et notamment quand on est expert de son domaine, à enseigner, par exemple en bachelor, sur des cours plus d'introduction, où on touche à un domaine un peu plus large que notre domaine d'expertise, et finalement, il y a des choses qu'on connaît moins. Typiquement, le monsieur M, tout à l'heure, sa crainte, c'était qu'on lui demande de parler de certaines théories pour lesquelles il n'est pas spécialiste. Si je fais le parallèle avec le cours qu'on m'a présenté de psychologie de l'éducation, je suis un expert en socioconstructivisme, mais je dois présenter le behaviorisme, et puis je ne me suis jamais trop attardé à ces éléments-là. Peut-être que ça va être un peu délicat pour moi, je pense que ça va être délicat en fait, d'aborder cette notion. Dans ce bouquin, ce qui est annoncé ici, ce qui est intéressant, c'est que justement, à un moment donné, on va peut-être avoir un apport un peu différent avec les étudiants, c'est que là, on va avoir moins un effet d'expertise, ce qui fait qu'on peut être aussi plus proche pour expliquer certaines notions aux étudiants. Il y aura moins d'écart en fait, entre leur état de connaissance et notre état de connaissance, ce qui fait qu'on peut aller un peu... On peut peut-être faciliter l'apprentissage, en tout cas, c'est l'hypothèse qui est faite dans cet ouvrage. Moi, je ne dirais pas de cette anecdote, parce que j'ai plus de temps après. Ben voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci.